Aujourd'hui, nous allons donc débuter le webinaire dans quelques instants. En attendant que chacun puisse se connecter, vous dire que le webinaire sera enregistré et vous êtes invités à poser vos questions aux intervenants dans le chat. Au fil des présentations, nous y répondrons lors des 2 temps d'échange qui seront positionnés à la fin de chacune des 2 parties, donc vers 14h30 et la seconde vers 15h15. Donc, vous n'avez pas accès à vos caméras et vos micros, mais donc libre à vous vraiment de mettre vos questions-réponses et vos remarques dans le chat surtout. Il y a 57 participants. Je veux dire que vous pouvez y aller pour ne pas prendre de retard, peut-être. Allez. Donc, bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire consacré à un objectif prioritaire pour une transformation écologique durable, le respect de la santé et de l'environnement. Un double enjeu d'autant plus important qu'il a des répercussions sur la santé humaine. Il s'agit du 7e webinaire d'un cycle initié en 2022 en partenariat ARS Île-de-France, DRIEHAT et ANAP pour accompagner les établissements de santé et établissements médico-sociaux franciliens dans la transition écologique. Lors de ces webinaires, de nombreuses thématiques ont pu être abordées comme la transition énergétique, la décarbonation, la résilience aux aléas climatiques et plus récemment la planification écologique du système de santé, dont la feuille de route nationale nous enjoint à réduire drastiquement l'empreinte environnementale de nos activités et notamment celle du soin. Mais qu'est-ce que recouvre cette notion d'empreinte environnementale et pourquoi et comment les établissements de santé et établissements médico-sociaux peuvent et doivent agir pour la maîtriser et la réduire? Nous allons donc, avec l'aide des intervenants de l'ARS Île-de-France, de la DRIEHAT et de l'ANAP, experts des enjeux en santé-environnement, que je remercie vivement, nous allons comprendre pourquoi il est si important d'agir pour préserver la qualité de notre environnement, condition d'une bonne santé humaine et de la soutenabilité du système de santé, et comment concrètement les établissements de santé et établissements médico-sociaux peuvent intégrer ces enjeux dans leurs activités et leurs projets d'investissement, au bénéfice des patients, des résidents, mais également des professionnels. Dans une seconde partie, qui devrait débuter donc vers 14h40, nous nous intéresserons plus spécifiquement à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur afin de mieux connaître et prévenir les risques sanitaires associés et l'actualité du cadre réglementaire pour les établissements de santé et médico-sociaux. Et nous aurons donc un temps d'échange à la fin de chacune de ces 2 parties. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de donner... Alors, excusez-moi, j'ai donc... comment je fais pour juste passer la slide? Excusez-moi, parce que je vous ai déroulé l'introduction, voilà, sans vous présenter le programme, j'en excuse. Donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir de donner la parole. Alors, je vais arrêter le partage d'écran aussi à Nicolas Herbretto, responsable environnement extérieur et pilote du PRSE, Plan régional santé-environnement, à la direction de la santé publique à l'ARS Île-de-France, qui va nous éclairer sur les liens entre santé et environnement et en quoi les établissements de santé et les établissements médico-sociaux sont concernés par la santé et l'environnement, tant en termes d'émissions que d'exposition environnementale. Alors, merci Dorothée. Je vais partager mon écran. Et donc, comme vous l'a évoqué Dorothée, je vais faire une présentation qui aborde déjà les liens entre santé et environnement et comment les établissements de santé, établissements médico-sociaux sont exposés et participent aussi à l'exposition. Alors, donc les facteurs environnementaux, ce qu'on peut appeler des déterminants de santé,
Sachant que donc, pour la santé environnementale, on a une définition qui a été proposée par l'Organisation mondiale de la santé, qui définit donc, comme étant tous les aspects de la santé humaine qui sont déterminés par différents facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. La santé environnementale, ça intègre également tout ce qui va être les politiques et les pratiques de gestion qui permettent justement de contrôler, résorber ces différents facteurs environnementaux et les expositions qu'on peut avoir. Alors, ce sont des déterminants de santé et de tout ce que sont les déterminants de santé, donc tout ce qui est, peut affecter finalement la santé des personnes, que ce soit leur santé physique ou leur santé mentale, et la santé environnementale dans le schéma que je vous propose, où on a différents contextes qui sont proposés. Hein. La santé, ça comprend les caractéristiques individuelles de la personne, mais également les milieux de vie, les systèmes dans lesquels on se trouve, et puis un peu le contexte global. Et finalement, les enjeux de la santé environnementale, on va les retrouver dans les différents compartiments de ces déterminants de santé, que ce soit dans nos habitudes de vie et comportements qui vont affecter en partie notre état de santé. Beaucoup plus de façon importante, les milieux de vie, où là, on a vraiment ces expositions à différentes sources d'exposition environnementale, que ce soit dans le cadre de notre habitat ou de notre lieu de travail, et de façon plus générale dans toutes les activités qu'on peut avoir. Et si on regarde de façon plus globale, les questions de santé-environnement sont traitées dans différentes planifications, et notamment de tout ce qui va concerner l'aménagement du territoire. Enfin, tout le cadre réglementaire et puis notre environnement naturel auquel on est, dans lequel on vit, va avoir des impacts bénéfiques ou des effets néfastes sur la santé. L'environnement et la santé, c'est des liens complexes à établir. On a tout d'abord, quand on parle des effets sur la santé, c'est des pathologies qui sont en lien avec l'environnement, sont souvent notamment des facteurs individuels propres à chacun. Les pathologies qui sont liées à l'environnement sont rarement immédiatement visibles après l'exposition. Il y a souvent des délais longs entre le moment où on est exposé et les effets qu'on va pouvoir identifier. C'est notamment toutes les pathologies chroniques qu'on peut avoir, hein, que ce soit par exemple le diabète, mais également les cancers, qui ne vont pas se déclarer immédiatement. Et donc, c'est plusieurs années d'exposition, et parfois, on a pu être exposé dans sa jeunesse et déclarer le cancer, la maladie, beaucoup plus tard, une fois que l'exposition est terminée. Donc, c'est toujours difficile de faire le lien entre l'exposition environnementale et l'état de santé d'une personne, parce que voilà, tous ces éléments qui vont venir s'ajouter. Et souvent, c'est plusieurs expositions qu'on va avoir au cours de sa vie, au cours des lieux, dans les différents lieux où on se déplace. Et là, on a cette notion d'exposome, c'est-à-dire vraiment toutes les sources d'exposition, les expositions qu'on peut avoir depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, en fait, qui vont se cumuler et donc avoir un effet potentiel sur notre santé. Et évidemment, chacun a une sensibilité qui lui est propre, hein, liée notamment à son patrimoine génétique, qui va faire qu'une personne exposée de la même façon qu'une autre va déclarer une maladie quand l'autre ne va pas la déclarer. Pour autant, on a des liens causaux qui sont bien documentés aujourd'hui pour un certain nombre de pathologies. Alors, historiquement, on a notamment les intoxications au plomb, hein, qui donnent la maladie un peu, on appelle de façon
général, le saturnisme. Ça, c'est quelque chose qui est bien identifié depuis de nombreuses décennies. De la même façon, le mésothéliome, qui est le cancer de l'exposition aux fibres d'amiante, hein, qui est vraiment très spécifique à cette exposition-là, donc pour lequel on a démontré que c'est vraiment la source unique de développement. Et puis après, on a des maladies, notamment liées à des micro-organismes, type légionellose, qui est liée à une bactérie qu'on retrouve dans les eaux, et plus particulièrement les eaux chaudes. Et enfin, pour finir sur cet exemple, toutes les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires qu'on peut, alors, là encore, avec évidemment des aspects multifactoriels hein, qui viennent s'ajouter, mais le lien avec la qualité de l'air extérieur est aujourd'hui tout à fait documenté pour ces maladies. Les facteurs environnementaux, on peut donc les regarder, comme on l'a évoqué, sous la forme des facteurs physiques, les facteurs biologiques et les facteurs chimiques. Et donc, si on regarde les facteurs physiques, on va en trouver de différentes natures. Hein. Donc, certains qui sont naturels, hein, le rayonnement UV solaire, hein, qui va avoir augmente le risque de développer le cancer de la peau, par exemple. Mais on a également la radioactivité naturelle qu'on peut retrouver dans certaines roches hein, et sous-sol, qui va générer un gaz radioactif qui est le radon, et donc avec des risques de cancer du poumon. Et après, on retrouve différentes sources de facteurs physiques, que ce soit les champs électromagnétiques, la chaleur, qui est un facteur important de risque pour la santé, mais le bruit, et puis ce qu'on a déjà évoqué, la fibre d'amiante et les particules fines, donc une des pollutions de l'air qui peut affecter la santé. Dans les facteurs biologiques, on va retrouver tout ce qui va être donc, ces micro-organismes, bactéries, virus, parasites, mais également les pollens, les moisissures, et puis alors, les toxines qu'on pourrait classer aussi dans les facteurs chimiques, hein, ce sont donc des molécules qui sont émises par notamment des bactéries qui vont avoir des effets sur la santé, très graves. Et dans les facteurs chimiques, on va retrouver toutes les substances indésirables qu'on peut retrouver dans différents, soit aliments, soit eau potable ou dans l'air. Donc les nitrates pesticides qu'on va retrouver dans les eaux liées à l'activité agricole, les substances cancérigènes, mutagènes, toxiques, qui donc sont vraiment des substances dont on a pu caractériser l'impact sur la santé. Les perturbateurs endocriniens qui vont avoir avoir une activité sur le système endocrinien. Et puis après, on a tout un tas de molécules que je les vois que dans les composés organiques, souvent volatiles, qui vont pouvoir affecter la santé. Par exemple, le benzène en fait partie. Ensuite, on a tous les polluants à établir des liens très clairs entre état de santé respiratoire ou cardiovasculaire et exposition. Et dans les sols, on va retrouver souvent des éléments traces métalliques, notamment le plomb, le cadmium, le chrome, qui peuvent, donc là, en fonction du type d'usage qu'on va avoir des sols, avoir des impacts. Et des molécules dont on parle plus aujourd'hui sous la dénomination polluants éternels, qui sont des molécules qui sont issues des activités humaines, notamment les PFAS, les dioxines, hein, donc qui sont des molécules qui vont avoir souvent des actions perturbateurs endocriniens, mais également cancérigènes, et qui sont très stables dans l'environnement et agissent à des niveaux de contamination très faibles dans le corps humain, et qui ont une particularité de se stocker en fait dans notre organisme. Et donc, plus on avance dans notre vie, plus on accumule ces polluants. On peut aussi considérer les facteurs environnementaux en fonction des milieux de vie ou d'activités qu'on peut avoir. Et donc, voilà, dans l'air, dans l'eau, dans les sols.
le cadre de vie, l'habitat, les espaces verts dans lesquels on va pouvoir aller, tout ce qui va être transport. Et puis, tout ça, la politique d'aménagement du territoire va avoir évidemment des impacts. Il ne faut pas oublier également tout ce qui est les produits de l'alimentation, les produits alimentaires, donc que ce soit les produits ultra transformés où on va avoir souvent des additifs ou en tout cas des transformations, des produits qui conduisent à parfois avoir des impacts irritants sur le digestif, et ainsi de suite. Les modes de cuisson et de conservation peuvent avoir des effets néfastes aussi. Donc, le mode de cuisson, notamment, on va pouvoir produire des furanes qui font partie de ces polluants éternels. Le mode de conservation peut avoir des développements microbiologiques. Et de la même façon, les contenants alimentaires, on peut avoir des molécules qui vont transférer dans les aliments en fonction de l'acidité, notamment des aliments. Et puis, tous les produits de consommation, évidemment, tout ce qui nous entoure, que ce soit le mobilier, les revêtements de sol, les matériaux de construction, peuvent eux-mêmes être des émetteurs de différents produits. Alors, quelques chiffres sur les enjeux de santé et environnement. En termes d'impact sanitaire, c'est notamment un des chiffres qui est souvent repris, c'est les 48 000 décès par an en France qui sont liés à la pollution de l'air. C'est probablement quand même aujourd'hui un peu en baisse parce que malgré tout, la qualité de l'air s'améliore et donc on arrive à réduire finalement la part des décès qui sont liés à la pollution de l'air. Mais ça reste la source d'exposition qui est la plus impactante en termes de décès en France. Et vous voyez aussi que le bruit peut est une source génère aussi 10 000 décès par an en Europe, que pour le bruit des transports. Et si on regarde globalement donc, les facteurs environnementaux, ça représente 23% des décès dans le monde. En France, on est une proportion moindre, autour de 14%. C'est toujours difficile, comme je vous le disais, la relation entre exposition et puis état de santé est toujours difficile à mettre en place, mais à travers de différentes études épidémiologiques, on arrive à arriver à ces chiffres-là. Voilà. 3 000 décès qui sont liés au radon, donc le plus souvent pour des cancers pulmonaires. Et puis n'oublions pas donc les canicules qui peuvent être très meurtrières, avoir des impacts très forts en termes de décès. Regardons aussi des problématiques émergentes qui sont liées au pollen. Donc aujourd'hui, 20% des enfants sont allergiques au pollen. C'est 30% des adultes et c'est une proportion qui augmente au fil du temps. Très liée aussi au changement climatique et qui génère des périodes, des saisons polliniques plus longues avec des productions de pollen plus importantes. Et donc, voilà, génère de nouvelles problématiques de pathologie. Et toutes les maladies infectieuses, donc, on va revenir sur le Covid, mais évidemment, ce sont des sources de. L'environnement peut être une source d'exposition à des maladies infectieuses aussi. Le coût social, si on mesure en termes économiques les différentes pollutions, donc là encore, c'est toujours délicat de manier ces chiffres-là, mais pour la pollution de l'air, on estime à 100 milliards d'euros par an l'impact en termes de santé, sur tous les impacts sur la santé générés vont avoir des impacts économiques. Voilà, donc vraiment des enjeux aussi financiers qui sont économiques très importants. Et il ne faut pas oublier que ces facteurs environnementaux, on n'y est pas forcément tous exposés de la même façon. Et donc, on a des inégalités environnementales de santé. Et donc, ne serait-ce que dans la région européenne, on compte au moins 15% de la mortalité qui serait liée aux facteurs environnementaux, mais on a des inégalités entre pays en fonction de la qualité de l'air, notamment de ces pays, qui va être des éléments importants d'impact, mais également à l'intérieur des pays, que ce soit par rapport à des territoires ou par rapport à des classes sociales.
Et si on regarde cet aspect social, évidemment, les populations qui sont les plus défavorisées, si on regarde leur exposition, ils sont souvent plus exposés à des facteurs environnementaux, à un plus grand nombre de nuisances, et souvent à des niveaux plus élevés que le reste de la population. Et à même niveau d'exposition, leur état de santé est souvent dégradé, ils ont souvent un moindre accès aux soins, et donc moindre, également d'un point de vue économique, moindre capacité à éviter ces expositions. Voilà. Je ne vais pas m'attarder sur cette carte, mais pour vous montrer qu'en Île-de-France, dans le cadre du plan régional santé environnement, on a établi des cartographies de multi-expositions environnementales, donc du cumul de différentes expositions, que ce soit la qualité de l'air, de l'eau, la pollution des sols ou de la présence d'industries. Donc, on voit que cette exposition territorialement, elle est différente. Plus c'est foncé sur la carte, plus l'exposition est importante. Et si on regarde en plus cette cartographie par rapport à la vulnérabilité des populations, hein, que ce soit en termes d'âge, en termes de maladies chroniques et de difficultés à faire face, je pense à la défaveur sociale, on voit que la répartition évolue aussi un petit peu. Et donc, c'est pour nous, au niveau de l'ARS, ces cartographies sont des outils qui permettent aussi d'adapter notre politique de santé publique en fonction des besoins de la population et des territoires. Je m'attarde maintenant plus sur les expositions auxquelles les établissements de santé médico-sociaux peuvent être évidemment exposés. Alors, on a tout d'abord ce que j'ai établi comme l'environnement extérieur global, clairement sur lesquels on a peu de capacité à agir sur les expositions, avec notamment les nuisances sonores liées au mode de transport, la pollution atmosphérique qui est souvent aussi associée au transport routier de proximité, les conditions climatiques hein, qui sont évidemment différentes d'un secteur à l'autre en termes d'exposition, en termes d'îlots de chaleur et éventuellement de risque d'inondation par exemple. Et puis tout ce qui va être l'activité humaine de proximité qui va, enfin, plus ou moins de proximité, qui peut générer des nuisances. Et donc, quand on regarde pour des établissements qui vont, de nouveaux sites d'implantation d'établissements, il y a, avant qu'on les construise, il y a la question de quand on a ces expositions sur lesquelles on a peu de moyens d'agir, éventuellement, ça peut être, un des choix, ça peut être de changer de lieu d'implantation. Alors évidemment, en Île-de-France, avec les questions de coûts fonciers, ça reste des solutions difficilement faciles à mettre en place. Et donc, on va plutôt adapter les projets d'implantation. Par exemple, pour le bruit, en revoyant éventuellement l'organisation, l'orientation des bâtiments et l'isolation acoustique pour éviter d'être en une exposition frontale avec les sources de bruit. Pour l'air, on va avoir des questionnements aussi sur les ouvertures des bâtiments. Où est-ce qu'on prend l'air pour renouveler l'air à l'intérieur pour qu'il soit le moins contaminé possible. Et puis, par rapport à des problématiques notamment de chaleur, qu'est-ce qu'on peut mettre comme mesure pour atténuer l'ensoleillement direct, réduire améliorer l'isolation thermique, par exemple. Voilà. Sur l'environnement extérieur dit de proximité, donc notamment le sol ou le sous-sol où on va implanter l'établissement peut être contaminé. L'activité même des établissements peut générer un certain nombre de nuisances, notamment du bruit, hein, tout ce qui est les ventilations, les groupes électrogènes, la climatisation sont générateurs de bruit, éventuellement de vibrations. Le stockage de produits chimiques dangereux qu'on peut avoir évidemment dans ces établissements. Tout l'environnement paysager des établissements avec la présence d'arbres ou de végétaux qui peuvent avoir des pollens allergisants. Et puis après aussi des conditions
de rétention d'eau dans cet environnement, que ce soit sur les terrasses, que ce soit dans les espaces verts, qui peuvent être aussi des lieux où les moustiques, par exemple, vont pouvoir se développer. Donc là, on est sur des facteurs qui sont en partie maîtrisables par l'établissement. On va pouvoir notamment gérer dans le moment dans le projet de construction de dépolluer le sol au moment où on va construire, éventuellement mettre un vide sanitaire, des échappes étanches pour éviter que les gaz du sol puissent venir contaminer l'intérieur de l'établissement. Pour le bruit, on peut éloigner les sources des installations bruyantes, les capoter pour en réduire le bruit. On peut évidemment avoir des locaux spécifiques quand on a du stockage de produits chimiques dangereux, qui seront ventilés, sécurisés, surveillés. Dans l'espace extérieur, le choix des espèces végétales est important pour justement réduire le risque de présence des espèces allergisantes. Et de la même façon, quand on réfléchit à l'organisation des aménagements extérieurs de l'hôpital, d'éviter d'avoir des lieux où on va avoir une stagnation d'eau qui est très propice au développement de larvaires des moustiques. Enfin, dans l'environnement intérieur, on a différentes sources d'exposition, d'émissions, donc notamment au travers de ce que j'ai déjà un peu évoqué, les matériaux de construction, le mobilier, les produits d'entretien qui vont pouvoir potentiellement émettre un certain nombre de composés organiques volatiles, et donc on va retrouver dans l'air intérieur. Les contaminations bactériennes, donc une problématique qu'on retrouve notamment dans les EHPAD, dans les établissements de santé, les contaminations par les légionelles, le bruit, donc de l'activité même de soins avec le matériel médical, le personnel et les usagers, la qualité de l'alimentation aussi. Et là, on est encore sur des facteurs qui sont en grande partie maîtrisables, avec notamment assurer une meilleure qualité de l'air intérieur. Et ça, on y reviendra tout à l'heure sur comment on peut travailler sur différents facteurs pour éviter une dégradation de cette qualité. Pour l'eau chaude, maîtriser la température de l'eau qui va permettre d'éliminer les bactéries nuisibles. Réduire le niveau sonore, ça peut passer par des choix du matériel médical le moins bruyant, déporter des alarmes vers certains espaces pour pas que ça ne vienne en plus faire du stress aussi bien pour les patients, mais aussi les professionnels de santé. Et puis, l'isolation acoustique des espaces peuvent généralement permettre d'améliorer les choses. Et puis, sur l'alimentation, il y a la possibilité aussi de revenir à des pratiques qui vont éviter d'utiliser de la vaisselle plastique en utilisant de la vaisselle porcelaine, par exemple, remettre des fontaines à eau plutôt que des bouteilles, et puis toutes les questions après d'achat durable qu'on peut mettre en place. Et puis, dernière slide, c'est pour rappeler que les établissements de santé médico-sociaux sont aussi des contributeurs aux émissions dans l'environnement. Donc, évidemment, on a différentes contributions directes, des rejets atmosphériques qui sont liés notamment à l'usage des véhicules à l'intérieur de l'établissement, mais également surtout le chauffage, des groupes électrogènes qui vont pouvoir être des sources d'émissions. Les eaux usées qui sont rejetées dans le réseau de traitement des eaux usées, avec la présence de résidus médicamenteux, éventuellement des bactéries pathogènes et parfois multirésistantes. De la même façon, des biocides qui peuvent être rejetés. Et puis, le bruit qui est, comme je l'ai déjà évoqué, ventilation, climatisation. Et puis, on a toutes les contributions indirectes, le traitement des déchets qu'on va évacuer de l'établissement, leur transport, leur incinération ou leur stockage peut générer de nouvelles émissions dans l'environnement. On a également tout ce qui va être pollution atmosphérique et bruit généré là par les transports motorisés du personnel, des patients, des usagers, la vie finalement de l'établissement qui
là encore difficilement maîtrisable directement par l'établissement. Voilà, c'était un aperçu rapide, mais un peu trop long, je crois, Pas du tout, pas du tout. des enjeux de santé-environnement pour les établissements de santé médico-sociaux. Un grand merci, Nicolas, pour cette présentation qui montre bien que les facteurs environnementaux et les milieux de vie sont des déterminants majeurs de la santé et qu'il existe différentes formes de pollution et de nuisance pour l'environnement intérieur et extérieur sur lesquels les établissements peuvent agir pour les limiter. Mais alors, en quoi la transition écologique des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, et notamment la réduction de leur empreinte environnementale, est un levier de santé environnement et quels sont les outils existants pour les accompagner. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Richard Huet, expert développement durable à l'ANAP, qui va nous éclairer sur cette question. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous éclairer sur cette question. Donc, je vais vous parler de transition écologique et le lien sur la santé. Par contre, C'est bon pour le support. c'est bon, mais les slides, c'est bon, ça passe. Donc, je reviens très rapidement. Je pense que de plus en plus de gens connaissent la NAP. Autour de trois mots: soutenir, outiller et accompagner. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner dans la mise en œuvre de la transition écologique à notre échelle, mais plus largement sur la performance du secteur sanitaire et médico-social. Sur la question de la santé environnementale, je passe très vite, puisqu'on en a parlé juste avant. Donc, je vais vous proposer une définition, mais qui est celle de l'OMS. Donc, je peux enchaîner, puis m'arrêter un petit peu sur l'approche One Health, qui est une approche qui vient de l'OMS, toujours donc en lien avec la définition, dans le début des années 2000, et qui reconsidère la santé humaine au cœur d'un triptyque, même peut-être d'un quatrième, puisqu'il y a la question de la santé végétale qui apparaît de plus en plus. Sur une seule santé, donc c'est-à-dire que prendre soin de la santé des animaux, donc je rappelle, les espèces végétales cultivées ont besoin de pollinisateurs, donc si on n'a pas de pollinisateurs, on intervient directement ou indirectement sur la santé de l'humain. La question de l'environnement, avec l'exemple de la déforestation, donc là aussi, quand on déforeste, on met en contact des souches bactériologiques ou virales d'animaux avec les humains en contact direct. Et puis, la santé des humains, puisque l'activité humaine, et on en a eu un petit aperçu juste avant, entraîne des contaminations de l'environnement aussi par des substances toxiques. Donc, l'approche One Health, qui est une approche assez intéressante, qui repositionne l'homme au cœur de son système, c'est-à-dire une seule santé pour la Terre, les animaux et les hommes. Si on regarde un peu plus sur les dérèglements climatiques, alors je ne vous passerai pas la vidéo, mais cette vidéo de Jacques Chirac qui date de 2002, donc au sommet du développement durable à Johannesburg en 2002, avait une phrase choc qui s'appelle « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Mais il y avait aussi une phrase de conclusion de son discours qu'on connaît beaucoup moins, qui est « Prenons garde de ne pas assister à un crime de l'humanité contre la vie, c'est-à-dire que les actions humaines ont un effet délétère sur les conditions de vie des générations futures et aussi sur nos conditions de vie actuelles. » Je vais aller un peu plus directement sur les émissions de CO2, donc sur le coût carbone du secteur de la santé. Donc quand je dis santé, c'est sanitaire et médico-social. Je pense que c'est un chiffre que de plus en plus de monde connaît, qui est le volume des émissions de CO2 du secteur de la santé, qui a été chiffré par le Shift Project aux environs de 49 mégatonnes, avec un peu d'incertitude, ce qui représente 8% des émissions nationales de CO2. Ça veut dire qu'on a une part de responsabilité, c'est ce que montrait aussi l'intervenant précédent dans sa dernière slide, on a une part de responsabilité puisqu'on rejette des émissions de CO2 et que ces émissions de CO2 participent largement et principalement au réchauffement climatique. Si on regarde à l'intérieur de ces 49 mégatonnes de CO2, un petit peu quels sont les différents acteurs qui produisent ou qui émettent, quelles sont les différentes parts de responsabilité liées aux activités humaines des intervenants dans le secteur. On voit que les établissements hospitaliers sont à 38% des émissions de CO2 du secteur de la santé, que la médecine de ville est à 23%. Mais concernant le secteur de l'autonomie, si on ajoute les établissements et services pour enfants et adultes handicapés
aux établissements et services pour personnes âgées, on s'aperçoit aussi qu'on est à un volume de 38% des émissions de CO2 à l'équilibre avec les établissements hospitaliers. Enfin, équilibre, façon de parler, en tout cas à égalité. Alors, je vais essayer ça coince, d'enchaîner sur la slide suivante. Voilà. Donc, répartition des émissions de gaz à effet de serre, puisque là, on a vu quels étaient les acteurs principaux. Et si on regarde les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé, on s'aperçoit qu'on a on a deux postes principaux qui sont les achats de médicaments et les achats de dispositifs médicaux, suivis de l'alimentation, des transports et des immobilisations. Donc, on est vraiment sur une identification des principales sources d'émissions dans le secteur sanitaire, plus spécifiquement sur le secteur hospitalier, puisque le secteur de l'autonomie, c'est l'alimentation qui arrive en tête des émissions. On est sur un duo de choc entre les achats de médicaments et les achats de dispositifs médicaux. Pour voir un petit peu, une fois qu'on a identifié les sources, qu'on a identifié les causes, la question c'est d'agir et de comment faire, sur quoi agir. On a identifié sur quoi agir, mais le Shift a aussi identifié des pistes d'action, d'amélioration et de réduction des émissions de CO2. Donc on part d'une empreinte 2020 de 49 mégatonnes avec un objectif en 2050, après transformation, d'être à 9,8 mégatonnes de CO2. Alors, à quoi correspond ce chiffre? Ce chiffre correspond à deux enjeux. Le premier, c'est l'accord de Paris, avec un réchauffement climatique qui ne dépasse pas 2 degrés en 2100, et surtout avec la neutralité carbone voulue par la France en 2050, ce qui inclut une réduction de 5% de ses émissions de CO2 chaque année. Donc, on voit bien qu'on a un certain nombre de leviers, les sources fixes d'énergie, les trajets, les déchets. On retrouve les médicaments sur deux volumes, c'est-à-dire le premier sur l'identification, une meilleure identification des facteurs d'émission des médicaments et des dispositifs médicaux. Et puis aussi, ensuite, une fois qu'on est arrivé à moins 52% par rapport à 2020, on s'aperçoit aussi qu'on peut encore agir sur les médicaments en réduisant le volume acheté et prescrit des médicaments, ou aussi le gaspillage sur les médicaments et les dispositifs médicaux. Et on voit bien qu'à la fin, il y a un petit point d'interrogation qui nous invite à se dire quelle est donc cette dernière marche qui permettrait de nous passer dans un volume assez important de 17,4 mégatonnes à 9,8 mégatonnes. Ce n'est pas un ordre chronologique, c'est vraiment une liste des différentes choses identifiées sur lesquelles on peut agir. Il ne faut pas absolument commencer par la source fixe d'énergie, puis les transports et ainsi de suite. Mais si on regarde bien le dernier levier, on est vraiment en lien avec la thématique du webinaire d'aujourd'hui. On est sur l'échelle de la prévention, de la promotion de la santé et du juste soin sur un gain carbone de 7,6 mégatonnes. Autrement dit, plus l'environnement sera bon, plus la qualité de vie sera meilleure, moins il y aura de gens à soigner et donc forcément moins il y aura d'émissions émises par le secteur de la santé liées aux hospitalisations ou à la prise en charge de différentes maladies. Donc il s'agit de préserver les ressources. Et préserver les ressources, on est sur la question de la biodiversité. La vie sur Terre n'est pas possible sans la biodiversité, c'est ce que tente de montrer cette slide sur les différentes sources de biens et de services produites par la biodiversité. Donc ça va de l'oxygène à la nourriture, c'est-à-dire des choses qui sont, je le rappelle, gratuites. La nature ne nous envoie jamais de facture pour payer le volume d'oxygène qu'on utilise. Et donc, il y a des enjeux importants sur la biodiversité, c'est-à-dire que garantir la santé de la biodiversité, on revient sur l'approche One Health, c'est aussi garantir la santé humaine. Et on le voit bien, 60% de la population mondiale a recours à des médicaments traditionnels. Et ces médicaments traditionnels sont dépendants de la pollinisation, de la qualité des sols, de la qualité des eaux. Donc, on a un vrai enjeu de santé publique à préserver la biodiversité pour préserver la santé humaine. Alors, j'en parlais tout à l'heure sur l'approche One Health, sur la déforestation, qui est un des exemples qui peut expliquer la recrudescence des maladies et des zoonoses. Quelques indications chiffrées. Avant le XXe siècle, on avait une pandémie par siècle environ.
Depuis le début du XXIe siècle, et donc là je pense que ça parle à quasiment tous les gens qui sont présents avec nous aujourd'hui, on a vécu 6 pandémies différentes sur un espace de 24 ans. Donc on s'aperçoit que ce rapprochement du fait de la déforestation et du rapprochement entre les animaux et les humains, le facteur risque de maladies zoonotiques augmente au fur et à mesure du temps. On a parlé carbone, on a parlé ressources, mais il y a aussi d'autres pollutions. Donc il y a les pesticides, il y a la pollution plastique, la pollution chimique, et il y a aussi de plus en plus présent la pollution par les microplastiques, sachant que les microplastiques, donc là il y avait un congrès du Shift Project sur la santé en 2050 qui a eu lieu en juin 2024 à Paris. Une chercheuse expliquait que les microplastiques étaient en train de franchir toutes les barrières de sécurité du corps humain, les poumons, le sang, qu'on retrouvait des microplastiques dans toutes les parties les plus intimes ou personnelles des humains. Et donc, il y a un risque sévère que les microplastiques envahissent le corps humain et puissent modifier et intervenir assez lourdement sur la santé humaine. Donc voilà, on en a parlé déjà un petit peu avant, mais tout ça est aussi en lien avec l'augmentation des cancers, des maladies neuronales ou différentes maladies. Sur ce petit tableau en résumé des conséquences sur l'humanité, on est à 7 catégories différentes qui ne sont pas des plus joyeuses qui soient. Donc on a les événements climatiques extrêmes qu'on connaît tous, qui ne seront pas juste des événements du futur, mais auxquels on est déjà confronté, les ouragans, les inondations, sécheresses et feux de forêt. Et en lien avec ces événements climatiques extrêmes, on a des chaleurs extrêmes, on en a parlé avant et on en parlera après, la qualité de l'air, que ce soit l'air intérieur ou l'air extérieur, la dégradation de la qualité de l'air, la détérioration de la qualité de l'eau, la perturbation de la production de nourriture, la hausse des maladies zoonotiques, on vient d'en parler, et aussi les impacts sociaux liés à toutes ces conséquences sur l'humanité et donc sur la santé des populations. Tout ça pour dire, hein, tous ces constats un petit peu graves, un petit peu sérieux, qu'il est temps d'agir à nos échelles respectives, à nos échelles métiers, à nos différentes échelles de responsabilité. Là, je vous propose une infographie qui est sortie il y a à peu près 2 semaines, je pense, de 2 à 3 semaines, et qui reprend le principe d'une seule santé. Donc, c'est une charte de biodiversité pour protéger la santé humaine qui a été produite par l'Office français de la biodiversité, l'ANAP et le C2DS. Et donc, ce sont des orientations d'action, de sensibilisation et d'information en 11 points. Donc, je ne vais pas vous en faire la lecture des 11 là, mais vous aurez de toute façon la présentation, je pense, disponible ensuite. Mais on est bien sur cette question 1 qui est sensibiliser et impliquer les professionnels de santé et les usagers à la préservation de la biodiversité. La question climatique prend souvent le dessus via les émissions de CO2 en France, un peu plus largement en Europe. On est un petit peu auto-centré sur la question des émissions de CO2 et du climat, mais il y a aussi des enjeux très très importants sur la biodiversité. Je fais une légère digression sur les limites planétaires. Des chercheurs donc, d'un centre de recherche en Suède, à Stockholm, ont depuis 2009 de mémoire et puis revu en 2015, défini ce qu'on appelle les 9 limites planétaires. Et parmi ces 9 limites planétaires, la question du climat en est une. Ce n'est pas 6 ou 7 ou 8, ce n'en est qu'une. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Et parmi ces 9 autres limites planétaires, il y en a un certain nombre qui sont liées à la biodiversité. Et je rappelle pour information que sur les 9 limites planétaires, nous en avons déjà franchi 6. Donc là aussi, nous mettons en danger la santé, la qualité de la santé humaine. On peut voir aussi sur le point 2 ou sur le point 3 qu'on est sur des choses relativement simples. Par exemple, point 3, encourager les pratiques non médicamenteuses et créer des jardins thérapeutiques intégrés dans les parcours de soins. C'est bon pour le patient, c'est bon pour la planète. Souvent, dans les établissements de santé sanitaires sur lesquels il n'y a pas forcément énormément d'espaces verts, on pense qu'on peut faire fi d'avoir une approche biodiversité, mais en fait, on peut travailler la biodiversité vraiment sur des micro-espaces et sans souci.
Sur la slide suivante, je vais prendre un petit peu de temps sur les minutes qui me restent pour vous parler de la planification écologique du système de santé, qui est la feuille de route du ministère de la Santé pour proposer des actions, proposer des orientations, proposer 8 thématiques qui sont des thématiques centrales pour agir, en ayant des thématiques sur le bâtiment, sur la maîtrise de l'énergie, sur l'industrie et les produits de santé. Donc là, c'est aussi en lien avec les émissions de CO2 liées à la consommation des médicaments et des dispositifs médicaux, c'est-à-dire que on peut agir sur le prescripteur, mais il faut aussi agir sur le fabricant, sur l'industriel. Vous avez la question du numérique responsable, des soins éco-responsables. Alors, le sujet des soins éco-responsables est un sujet dans le secteur sanitaire, mais aussi dans le secteur de l'autonomie, via les EHPAD, sur cette notion de promouvoir la sobriété du soin, promouvoir le juste soin, et d'être vraiment dans un rapport le plus équilibré possible, le plus juste possible entre le soin qui reste pertinent et efficace, mais avec une empreinte écologique ou carbone la plus faible possible. Donc là, on en parlait aussi tout à l'heure, on a la suppression d'un certain nombre de gaz anesthésiants, comme le desflurane ou le protoxyde d'azote. 4 autres points de la planification écologique du système de santé: d'avoir une politique achat responsable, donc de repenser ses achats, de voir comment on peut acheter différemment, comment on peut entrer en partenariat avec ses prestataires pour être soit sur des clauses d'achat qui sont plutôt des clauses vertes, des clauses responsables. Alors je rappelle pour information que le secteur sanitaire public est concerné depuis septembre 2023 par l'obligation de mettre en place des SPASER, donc des schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Donc je vous invite à vous rapprocher. Petit temps publicité, la NAP propose des masterclass et des documents et des outils sur le sujet, mais j'y reviendrai sur la dernière slide. Travailler sur ces déchets, travailler sur la question de la mobilité, et puis aussi sur la formation et recherche en transformation écologique. Donc à tous ceux qui ne savent peut-être pas forcément comment agir, comment entrer dans l'action, je vous recommande vivement la lecture de cette feuille de route de la planification écologique du système de santé. La NAP en pilote plus de la moitié. Et vous aurez vraiment des orientations avec des exemples et des retours d'expérience qui vous permettront à vous aussi d'agir sur le sujet. Et puis, dernière slide, la NAP a mis en place un certain nombre d'outils. Je rappelais l'émission de la NAP, accompagner, outiller et soutenir. Donc, on a un certain nombre d'outils qui sont là aussi pour vous accompagner, pour vous aider à passer à l'action. Je peux par exemple parler de mon observatoire du développement durable, qui est un observatoire, un autodiagnostic qui vous permet, avec 41 questions, d'avoir connaissance de votre niveau de maturité sur la question du développement durable et surtout comment vous pouvez progresser. Vous avez un autre outil, mon empreinte carbone, qui vous permet, si vous n'avez pas encore d'informations carbone vous concernant, donc là c'est essentiellement c'est uniquement pour le moment pour le secteur public, puisqu'il faut qu'on puisse avoir accès aux données librement. Enfin, vous avez là un petit panel avec des QR codes qui vous permettent d'avoir en tête que l'ANAP est un centre de ressources sur la transition écologique du système de santé, et qu'on est aussi là pour vous accompagner et vous aider à agir et faire en sorte que le projet d'une santé meilleure ne soit pas un projet futuriste, mais bien concret. Voilà, j'en ai terminé, je pense, dans le timing avec ma présentation. Je vais arrêter le partage et je pense, Dorothée, qu'après, il y a un espace de questions-réponses. Alors, avant tout, déjà, merci beaucoup, Richard, pour ces explications donc, sur l'interdépendance des santé et l'urgence d'agir pour limiter nos atteintes à l'environnement, donc qui sont multiples, empreinte carbone, mais également pression sur la biodiversité, sur les ressources naturelles et la pollution des milieux. Nous retiendrons également que la prévention-promotion de la santé et la santé-environnement constituent un levier important pour limiter la demande de soins, soulager le système de santé et contribuer à le décarboner. Et bien sûr que la NAP est là pour accompagner les établissements de santé et les établissements médico-sociaux en tant que centre de ressources nationales sur la transition écologique du système de santé. Alors, je vais partager mon écran. Je crois que c'est bon. Et pour clôturer cette première partie, est-ce que
On voit mon écran. Ah, oui, c'est parfait. Oui, très bien. Nous allons vous présenter à deux voix donc 4 démarches qui permettent aux établissements de santé et médico-sociaux franciliens d'agir en combinant transition écologique et santé-environnement. Regarde plutôt. Voilà, donc le Planel Sphère, écomaternité, hôpital et territoire promoteur de santé et les objectifs qui sont rattachés au projet d'investissement Ségur francilien. Tout d'abord, petit souci technique, ça va être là. Voilà. Donc, pour le premier dispositif, l'outil Planel Sphère, c'est un outil de sensibilisation et de formation aux enjeux du développement durable appliqué à la santé pour aider les professionnels de santé à mieux maîtriser les risques environnementaux, climatiques, sociétaux et sanitaires et également identifier ensemble des actions à mettre en œuvre au sein de leur structure. Donc, Planel Sphère est déployé en Île-de-France par la PHP dans le cadre d'une convention de partenariat avec la RS Île-de-France et il est ouvert à l'ensemble des acteurs de l'écosystème de santé et en particulier les établissements de santé. Ce sont des ateliers donc pédagogiques, mais également des formations pour devenir formateur Planel Sphère. Concrètement, il s'agit de sessions de sensibilisation qui durent à peu près 2 heures avec une dizaine de participants et qui abordent 7 modules thématiques allant du dérèglement climatique au rôle du patient en passant par l'impact environnemental de l'hôpital. Donc, des premiers retours très positifs. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Donc, une première étape pour enclencher une dynamique santé-environnement au sein des équipes. À noter donc qu'il s'agit d'un outil co-développé par 2 pharmaciens, l'un de la PHP, l'une en poste à l'Omédit Île-de-France et l'un au CHU de Poitiers et qu'il a été donc retenu dans le cadre de la formation obligatoire des dirigeants des établissements de santé. Donc, le dispositif suivant, c'est ça, est la charte écomaternité. Donc, je suis désolée, comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est assez rapide, mais on pourra y revenir, bien sûr. Donc, le dispositif suivant, donc la charte écomaternité, qui a été élaborée par les professionnels des maternités engagés dans le programme territorial nord parisien, donc initié en 2021 par la RS Île-de-France en partenariat avec la PHP. Donc, au travers de groupes de travail qui ont mobilisé beaucoup de représentants de différentes équipes, donc des équipes médico-soignantes, également des représentants des fonctions support, achat, logistique, des représentants évidemment des directions, d'autres contributeurs et également, bien sûr, l'ARS. Donc, cette charte est aujourd'hui, nous avons le plaisir, donc cette charte est aujourd'hui mise à disposition de l'ensemble des maternités franciliennes avec l'ambition de créer un collectif pluriprofessionnel au sein de chaque établissement, donc direction, communauté médico-soignante, service support, pour mettre en œuvre des actions concrètes de réduction des expositions environnementales au sein des structures, donc au bénéfice des femmes enceintes et des nouveau-nés pour agir pendant la période si importante des 1000 premiers jours et des professionnels de santé, donc avec une action spécifique sur les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est une centaine de mesures opérationnelles qui sont proposées sur 8 champs d'application. Donc, en premier lieu, la formation des professionnels pour permettre une éducation préventive des patients et également donc l'hygiène, le soin, le bio-nettoyage, les achats responsables pour tendre vers une sobriété chimique dans les pratiques au sein des maternités.
Donc, nous vous invitons à consulter la charte et ces outils de déploiement qui sont disponibles sur la page Internet ARS dédiée. Des maternités l'ont d'ores et déjà signé pour acter leur engagement. Alors, une autre démarche qui là concerne plus spécifiquement l'investissement et la démarche hôpital et territoire promoteur de santé expérimentée à Nanterre et dont les enseignements ont été retranscrits dans un vade-mecum pour que d'autres territoires puissent s'en saisir. Donc, il s'agit d'une démarche partenariale qui associe l'ARS, l'hôpital ou structure de santé et la collectivité, donc commune ou EPCI, et qui permet d'optimiser l'impact en santé au sens large d'un projet d'investissement immobilier hospitalier. Donc, gain de santé et de bien-être pour les populations, mais également gain d'attractivité pour la structure de santé et le territoire. Concrètement, ce vade-mecum fournit une méthode d'élaboration en 5 étapes clés pour que le projet soit pensé en cohérence avec l'aménagement de son territoire, notamment en s'appuyant sur un diagnostic partagé socio-sanitaire, urbain et environnemental, et un vade-mecum donc, qui propose également 12 bonnes pratiques qui permettent d'agir sur les déterminants environnementaux, urbains et sociaux de la santé, donc au-delà du soin, du système de soins, via l'aménagement et le cadre de vie qui participent donc pour plus de la moitié à l'état de santé d'un individu. Ce vade-mecum sera prochainement disponible en ligne sur une page Internet ARS et nous espérons qu'il pourra vous inspirer pour vos futurs projets. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Vincent Roman, ingénieur énergie-environnement, qui va vous présenter les attentes en matière de respect de la santé et de l'environnement pour les projets d'investissement sanitaire Ségur, donc qui constituent de puissants leviers pour réussir sa transition écologique. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc effectivement, les projets Ségur ramènent à des projets de travaux et l'ARS Île-de-France est là pour vous accompagner sur la phase d'orientation de ces projets. On vous accompagne sur l'énergie, sur le carbone, sur la résilience et également aussi de voir comment en fait toute cette démarche est structurée chez vous, donc tout ce qui a trait à la gouvernance. Si on revient sur la santé environnement, on a un certain nombre d'items que vous pouvez voir listés sur le slide et qu'on va détailler par la suite, qui ont une certaine, on va dire, porosité entre chaque, parce que les thèmes en fait se parlent et se répondent. S'agissant en fait par exemple de la contrainte et des opportunités liées à l'environnement, quand vous avez un projet de travaux, ici dans ce cas, l'environnement il s'entend un peu au sens large, à savoir l'environnement, l'écologie, mais également ce qui environne votre site, ce qui va pouvoir avoir un impact par exemple sur vos activités. Donc nous on vous accompagne et on a des exigences aussi par rapport à ça sur une analyse des risques, donc naturels, industriels, qui peuvent impacter vos sites. Donc, on vous invite à prendre ça en considération. Également, finalement, regardez quelle est l'évaluation des incidences sur l'environnement de votre projet et tout ce qui est mesures d'atténuation et de compensation que vous pouvez mettre en œuvre lors de ce projet. Également, on vous accompagne sur tout ce qui est aspect de préservation de la biodiversité et de limitation de l'artificialisation des sols. Enfin, dans les opportunités également, on vous accompagne sur comment développer et aussi comment favoriser l'accès aux espèces végétalisées, tout en veillant à ne pas développer les espèces allergissantes et, pour faire écho à ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, à éviter la prolifération du moustique tigre. C'est un peu une injonction contradictoire, donc plus de végétaux, mais on ne veut pas attirer les moustiques. Donc c'est pour ça que notre accompagnement prend tout son sens. Également, dans les aménagements et mobilités, il y a des aspects qui sont strictement liés au flux et au risque, mais finalement, la gestion du risque, c'est aussi en lien avec la santé. Donc,
On vous accompagne sur tout ce qui est continuité et sécurisation des cheminements, également de veiller à ce que tout ce qui est parcours patient-résident permette de limiter les déplacements et les distances à parcourir. Et on vous accompagne aussi sur les aspects mobilité douce. Donc, développer le vélo sur vos sites, ça entraîne mécaniquement des réflexions autour de tout ce qui est locaux, les espaces couverts et les vestiaires pour pouvoir se changer. S'agissant des qualités de milieu de vie au travail, là, c'est une analyse qui est multicritère, donc ça a déjà été détaillé tant par Nicolas ou par Richard. Bien sûr, il y a tout ce qui est confort acoustique, visuel, thermique, la qualité de l'air et aussi les espaces de confidentialité ce sont des aspects qui nous sont très importants, donc on regarde ça avec vous. Pour rentrer plus précisément sur certains de ces thèmes, il y a tout ce qui est traçabilité de la surveillance de la qualité de l'air intérieur. Par exemple, pour les services de néonatalité, on va être très sensible à améliorer l'environnement sonore, notamment dans les espaces prématurés. Et enfin, sur le choix des matériaux, on va être vigilant, pareil, sur le fait qu'ils soient sans perturbateurs endocriniens et peu émissifs sur les autres types de polluants. S'agissant de la préservation des ressources également, on va vous accompagner sur tout ce qui est gestion des eaux à la parcelle, entendu la gestion des eaux pluviales, mais également les effluents d'activité. Alors, comment est-ce qu'ils sont traités? Toujours en lien avec la préservation des ressources aquatiques, veiller à ce qu'il y ait un usage sobre de l'eau potable, tout en maintenant une certaine qualité sanitaire nécessaire à l'exploitation du bâtiment. Et pour revenir sur le choix des matériaux, pareil, on va viser des matériaux qui sont autant que faire se peut, biosourcés, recyclables et peu émissifs en CO2. Alors sur la gestion des déchets également, pareil, on va essayer de faire en sorte que vous soyez le plus ambitieux possible sur le développement de circuits d'économie circulaire, qu'il y ait une organisation fonctionnelle qui soit mise en place, des filières de tri, et tout ce qui est modalités de stockage et de traitement afférents qui ont forcément un impact sur les projets de travaux. Enfin, sur les impacts chantiers, donc on va aller sur les grandes classiques, réduction des nuisances sonores, poussières et émissions de polluants, mais également on va pareil essayer de vous accompagner le plus vertueux possible sur tout ce qui est gestion et recyclage de déchets de chantier et savoir finalement quelles vont être aussi en pourcentage de remploi, de réutilisation, de recyclage et de valorisation des matériaux. Et enfin, pour terminer, alors ça c'est des choses qui sont très liées finalement à la fonction achat, mais qui peuvent avoir des répercussions, on va dire, physiques sur les murs que vous allez couler. C'est tout ce qui est alimentation durable et l'impact du numérique. Donc l'alimentation durable, si vous vous orientez vers un projet, potentiellement, vous allez avoir des tailles de cuisine qui vont varier, si vous en avez. Et pareil, sur l'impact du numérique, si vous voulez faire du free cooling ou autre, pareil, ça va conditionner vos installations CVC. Donc on est là pour vous accompagner. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup, Vincent. Donc, toutes ces informations, notamment la grille des objectifs développement durable, donc rattachée au projet d'investissement Ségur, mais également l'ensemble des ressources qui ont été partagées précédemment, donc sont ou seront prochainement disponibles sur la page Internet ARS dédiée. Place maintenant aux questions-réponses. Voilà, j'arrête mon partage d'écran. Alors, j'avais vu une première question. Oui, plutôt à vous, Richard, et sinon généralement, peut-être de manière plus générale à l'ensemble des intervenants, mais comment les établissements de santé médico-sociaux peuvent peser pour avoir accès aux fonds verts et donc des moyens supplémentaires, ce qui peut revenir un petit peu à la une deuxième question sur des sources de financement possibles pour des investissements et notamment la transition énergétique. Alors oui, je peux prendre parce que c'est une actualité à la NAP. Je prends la parole au début sur la question des financements. On a sorti le 11 octobre dernier, donc c'est en libre accès sur le site de la NAP, une plateforme qui recense la quasi-totalité, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent nous échapper parfois à l'échelle des régions, la quasi-totalité des fonds disponibles pour financer un projet de transition écologique. Donc, je parle des subventions, je parle des grandes orientations qui viennent mettre en face d'un projet une aide possible, publique, une subvention possible, ou alors, je pense à l'Intracting, par exemple, des modèles de financement un peu plus traditionnels, mais qui, au final, s'équilibrent entre le coût de l'emprunt et les remboursements. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site
de la NAP sur la plateforme Financer sa transition écologique. Vous avez une porte d'entrée assez simple puisque vous sélectionnez si vous êtes du public ou du privé. Et en fonction de cette première porte d'entrée, vous avez ensuite des propositions à l'échelle de subventions nationales, mais aussi à l'échelle régionale. Et Dieu sait que la région Île-de-France propose un certain nombre d'accompagnements, d'aides et de subventions pour la transition écologique. Merci. Je lis les deux questions suivantes qui s'adressent donc plutôt à l'ARS. Pareil sur finalement, y a-t-il donc effectivement l'initiative saluée des Green Blocs, donc d'un appel à projet pour la transition écologique en chirurgie et au bloc opératoire en particulier. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre appel à projet prévu, mais une volonté de l'ARS d'accompagner les acteurs vers des pratiques éco-responsables au bloc opératoire. Donc, on espère peut-être un référentiel ou un cadre d'engagement régional. Mais je n'en sais pas plus. On prend la question à traiter également avec le référent en poste thématique. Donc, une question sur des projets de végétalisation, donc savoir s'il y a des financements ARS en ce sens. Pas à ma connaissance, pas fléché là-dessus, ça, je ne pense pas. Et effectivement, un sujet de la biodiversité peut-être qui mérite d'être creusé peut-être l'année prochaine, voilà, prochainement. Peut-être juste pour dire que dans le cadre du plan régional santé-environnement, il y a, et notamment avec la région Île-de-France, des possibilités d'avoir accès à des subventions pour tout ce qui va être revégétalisation. Donc, je ne sais pas si ce type de proposition peut être financé par la région, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant d'aller voir ce que propose la région là, sur ce dispositif-là. Et toujours dans le cadre du PRSE, on a mené en 2024 un premier appel à projet qui était destiné aux collectivités territoriales, et on a financé, on soutient certains projets de végétalisation, mais plutôt dans la démarche de comment rendre le projet plus bénéfique pour la santé par rapport aux différents enjeux sur l'environnement. Voilà. En tout cas, l'ARS ne finance pas directement des travaux pour faire la végétalisation. Elle va pouvoir accompagner plutôt le projet pour en améliorer l'impact positif pour la santé. Donc ça, et la région, elle, peut apporter des financements plus concrets sur la réalisation des travaux. Effectivement, merci. L'agence s'est aussi saisie du sujet en se rapprochant de partenaires régionaux, notamment l'ADEME Île-de-France. Donc, nous allons d'ailleurs prochainement donner à voir sur l'ensemble des dispositifs de soutien de l'ADEME Île-de-France pour accompagner les établissements de santé et médico-sociaux à la transition écologique. Et je ne sais pas, mais peut-être qu'il y en a voilà, sur le sujet de la végétalisation. En tout cas, on sera vigilant sur ce point. Voilà. Alors, sur la dernière question, comment sont calculées les subventions, secteur ou superficie? Ça, je pense que c'est compliqué de répondre par rapport à ce qu'on vient de se dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et sinon, nous pouvons... Alors, est-ce qu'on est à peu près dans les temps? Alors là, c'est même très étonnant. Eh bien, écoutez, c'est parfait. N'hésitez pas, n'hésitez pas pour autant à reposer des questions dans le fil des autres présentations, et on pourra aussi les prendre et y répondre ultérieurement. Eh bien, écoutez, nous avons le plaisir donc de passer à la seconde partie de ce webinaire, où nous allons faire un focus sur l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, donc un enjeu majeur de santé publique, tant pour les patients résidents que pour les professionnels. Donc, des obligations réglementaires existent en matière de surveillance de la qualité de l'air intérieur pour les établissements de santé médico-sociaux et vont bientôt évoluer.
J'ai le plaisir de donner la parole à François Bourgeois du département énergie bâtiment à la DRIEAT pour un décryptage de ce cadre réglementaire. François, Merci Dorothée, vous m'entendez? Parfaitement. Parfaitement, parfait. Alors, je vais partager l'écran. Alors, attendez, ça prend un peu de temps. Voilà. Parfait. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. Alors, je vais la remettre au début. Alors, je vais vous présenter la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Alors, au cours de cette présentation, je vais utiliser quelques abréviations. AI pour un air intérieur, QAI c'est qualité de l'intérieur, ERP c'est établissement recevant du François, public. j'ai l'impression que votre écran est figé, puisqu'on est sur la diapo 10 et pas en plein écran. Ou... Bah, pourtant, je suis en partage d'écran, là. Attendez, on va recommencer. Hop. C'était bon. Voilà. Je crois que le problème venait de chez nous, François. Aïe. Alors, attendez. Hop. On continue. C'est bon. Et voilà. Donc, normalement, on est à la première page. Merci, oui. C'est bon? Allez. Donc, je vais vous parler de la qualité de l'air intérieur dans les établissements publics et plus précisément, en fait, de la réglementation relative à la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Donc, quelques abréviations que je vais utiliser pendant la présentation. AI pour air intérieur, QAI pour qualité de l'air intérieur, ERP, c'est établissement recevant du public, et après d'autres termes. Oui. Excusez-nous, on est à diapo 1. On a l'écran de PowerPoint et pas le diaporama en lui-même. Donc peut-être, je pense qu'il y a un souci de... Là, c'est bon, on est abréviation. En revanche, on n'est pas en diaporama. Bon, à la limite, c'est un moindre mal. C'est parfait. Comme ça. Super, merci beaucoup. Voilà, on va faire comme ça, et puis c'est bon. Donc, ERP pour établissement recevant du public, et puis d'autres termes que je vais définir un peu plus loin. Donc, je ne vais pas vous embêter à les énumérer. Alors, tout ça est basé sur toute cette réglementation est basée sur le Code de l'environnement et principalement sur l'article L221.8 du Code de l'environnement qui instaure le suivi de la qualité de l'air intérieur pour les propriétaires des ERP avec des principes d'information des pouvoirs publics. Donc, l'idée, c'est de faire des contrôles et d'informer l'administration, le préfet et des modalités de publicité aussi, d'affichage des résultats de ces tests. Cet article L221.8, il est retranscrit ensuite dans l'article R221 qui possède 38 articles de mémoire. En fait, parmi ces 38 articles, les 29 premiers sont, je dirais, secondaires. Il y a un article 30 qui est fondamental, qui décrit la base de ce que doivent faire les établissements en matière de contrôle de la qualité de l'air intérieur. Et puis, il reste quelques articles que je vous présenterai après. Alors, je vais passer très rapidement sur les 29 premiers articles qui ont moins d'intérêt que le 30e.
Donc, l'article 1, c'est un glossaire qui donne des définitions. L'article 2, c'est ce qui définit une agglomération. Et donc, la loi dit que c'est une agglomération au sens de l'INSEE. Parce que quand on parle de qualité de l'air intérieur, en général, il y a un rapport qui doit être fait au niveau de l'agglomération. Et donc, l'agglomération, c'est l'agglomération au sens de l'INSEE. L'article 3 dit que c'est le ministre chargé de l'environnement qui définit les modalités de surveillance de la qualité de l'air. Donc, il doit prendre les décrets et les arrêtés nécessaires en application de la loi que je suis en train de vous présenter. Et l'article 221, 4 à 15 définit les organismes de surveillance ainsi que leur formation. Alors, les organismes de surveillance, je crois qu'en Île-de-France, c'est Airparif. Donc, il y a tout un ensemble d'articles sur la composition des organes de surveillance, les rapports qui doivent être produits, voilà. L'article R221, 16 à 22, lui, il définit, définit le fonctionnement du Conseil national de l'air, rôle de l'air et son rôle et son fonctionnement. Voilà. Donc ça, c'est l'organisme à l'échelon national hein, qui peut être saisi par le ministre de l'Environnement. C'est une sorte de think tank d'organismes qui produit des rapports globaux au niveau national. L'article R221-22 définit l'étiquetage des matériaux de construction pour l'émission des polluants volatiles. Et l'article 29 définit des valeurs guides pour l'air intérieur et notamment pour le radon. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps et passer directement à l'article 30, qui est le plus important et qu'il faut bien connaître, et qui définit ce que doit faire le propriétaire d'un établissement ERP qui est soumis à cette réglementation. Alors, cet article dit le propriétaire, sinon l'exploitant. Sinon, si on ne trouve pas qui est l'exploitant ni le propriétaire, eh ben, c'est le préfet qui peut se substituer. Doit réaliser une évaluation, 4 choses. Une première qui est l'évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments, notamment pour ce qui concerne le CO2. Donc, c'est ce qu'on appelle l'EAMA. Deuxièmement, un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur au moins tous les 4 ans avec une identification des sources polluantes, l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération, des mesures de diminution de l'exposition des occupants aux polluants. La troisième chose qui doit être faite, c'est une campagne de mesure des polluants réglementée et déclenchée par des étapes clés pouvant impacter la qualité de l'air intérieur. Alors ça, c'est une mesure qui n'est pas régulière, c'est-à-dire qui n'est pas annuelle comme la première et quadriannuelle comme la deuxième. C'est une mesure qui intervient à chaque fois qu'il y a une étape clé. Une étape clé, c'est par exemple, vous réaménagez les locaux, une partie des locaux, vous faites un recloisonnement, ou bien vous faites une extension dans votre bâtiment. Voilà. Donc, ça, quand vous faites ce genre d'opération, vous êtes obligé de déclencher une campagne de mesure des polluants qui peut durer plusieurs mois. Hein. En général, c'est même c'est des campagnes qui sont sur 6 mois. Parce qu'il faut faire généralement des mesures pendant la période de chauffe et une autre pendant la période non de chauffe. Donc, c'est au moins sur 6 mois. Et enfin, quatrièmement, un plan d'action à réviser tous les 4 ans et visant à améliorer l'AQAI en fonction des 3 précédents. Les documents sont tenus à disposition du préfet, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à transmettre au préfet, mais ils sont à tenir à disposition. Ils doivent être sur place et accessibles au service de l'administration s'ils le demandent. Voilà, donc ça, c'est la définition de la base du contrôle de la qualité de l'air dans les ERP. Je vais passer à la page suivante. Alors, quels sont les ERP qui sont concernés? Eh bien, en fait,
c'est l'article R221-32 qui le dit. Ce sont les locaux d'enseignement et de petite enfance, les structures sociales et médico-sociales, les structures de soins de longue durée des établissements, les établissements mentionnés au 1, 2, 4, 6, 7, 12 de l'article L312 du Code de l'action sociale et des familles, et les établissements pour mineurs, qu'ils soient pénitentiaires ou pas. Donc vous, ce qui vous concerne, c'est le deuxième point, c'est les structures médico-sociales rattachées aux établissements de santé mentionnés à l'article L6111-1 du Code de la santé publique, ainsi que les structures de soins de longue durée. Voilà, donc vous êtes soumis à cet article R221-30. Je passe au slide suivant qui vous dit que, donc ça c'est l'article R221-33 qui vous dit que pour chaque catégorie, un décret fixe le contenu de l'EAMA et ses modalités de réalisation, les étapes clés de la vie du bâtiment qui déclenchent le contrôle des matériaux polluants. Et pour la réalisation des contrôles de matériaux polluants, les valeurs au-delà de... Donc en fait, pour chaque type de bâtiment, il faut qu'il y ait un décret qui soit pris par le ministre de l'Environnement pour dire quelles sont les étapes clés et les contrôles que vous devez réaliser. Voilà. Alors, après l'article 30, vous avez les articles R221, 31 à 38 qui disent que c'est évident, les entreprises qui font les contrôles, elles sont accréditées par le COFRAC. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Alors, les contrôles de la ventilation et du CO2, ça peut être fait par les agents techniques, mais tout le reste, c'est fait par des organismes accrédités par le COFRAC. Aussi bien pour les prélèvements que pour les analyses. Les articles 32 à 35 qui décrivent en fait les délais de production, de publicité des résultats et de transmission aux organismes et aux préfets. L'article 36 qui dit qu'est-ce qui se passe quand il y a des résultats qui sont négatifs. Et enfin, l'article 37 et 38 qui donnent les délais à partir desquels toute cette réglementation est applicable. Et dans votre cas, donc les bâtiments médico-sociaux, l'article 37 dit clairement que les textes applicables le sont à partir du 1er janvier 2025, c'est-à-dire dans un peu moins de 2 mois, 1 mois et demi, on va dire, même moins d'1 mois et demi. Les sanctions, c'est-à-dire que si vous êtes pris au cours d'un contrôle et que manifestement vous n'avez pas fait les contrôles qui sont prévus par la loi, vous êtes passible d'une amende, donc qui relève c'est du pénal, hein, et c'est une amende de 5e classe qui est de 3 000 € s'il s'agit d'une personne physique qui est incriminée, et à mon avis, la plupart du temps, c'est une personne morale, c'est le quintuple, c'est 15 000 € d'amende. Et s'il y a récidive, on peut aller jusqu'à une interdiction ou une confiscation. Je ne sais pas si l'État a les moyens de confisquer des locaux hospitaliers, mais en théorie, c'est possible. Voilà. Et donc, je vous ai fait un bilan des décrets et arrêtés parus à ce jour. C'est-à-dire, vous vous souvenez, dans l'article R221-30, il y a un article qui dit que le ministre de l'Environnement, pour chaque type de bâtiment, il prend les textes qu'il faut pour pouvoir appliquer les différents contrôles. Alors, on a un arrêté du 27 décembre 2022 qui explique comment faire une mesure de concentration de CO2 et qui est valable pour n'importe quel type de bâtiment. Donc, ce texte vous explique comment faire une mesure de contrôle de concentration de CO2, mais pas comment faire une campagne de mesure. Vous avez un arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la QAI dans certains ERP et qui concerne uniquement les bâtiments d'enseignement et d'enfance.
Et vous avez un décret 2012-14 du 5 janvier 2012 qui est relatif à l'évaluation des moyens d'aération et de mesure des polluants pour la surveillance de la QAI et qui est uniquement applicable aux locaux d'enseignement et d'enfance. Donc pour le moment, pour les bâtiments médico-sociaux, vous n'avez qu'un seul texte qui est pris en application du Code de l'environnement, c'est l'arrêté du 27 décembre 2022 qui vous explique comment faire une mesure de concentration du CO2. Et pour le reste, il n'y a pas de texte publié pour le moment. Donc vous êtes dans une situation qui est un petit peu contradictoire, puisque à partir du 1er janvier 2025, vous êtes tenu d'appliquer une réglementation dont les décrets et arrêtés n'ont pas été pris par le ministre de l'Environnement. Alors, par la suite, je vous ai mis, je ne pourrais pas vous faire une explication complète, mais je vais vous expliquer comment je vous ai mis les textes donc, qui sont applicables à l'enseignement et à l'enfance et que vous pourrez regarder et qui ressemblent à peu près à ce à quoi vous pouvez vous attendre, mais qui n'est pas applicable aux bâtiments médico-sociaux. Donc ça parle de quoi? C'est comment est constitué, quelles sont les informations dans la grille d'autodiagnostic, quelles sont les modalités d'accréditation des entreprises qui font les prélèvements, quelle est la procédure d'information du préfet dans un délai de 30 jours, le directeur d'école doit faire un affichage. Donc vous serez soumis au même genre de règles, mais aujourd'hui, elles ne s'appliquent pas à vous. Voilà, donc ça c'est pour l'arrêté du 1er juin 2016. Et j'ai fait la même chose pour le 5 janvier 2012. En fait, c'est une sorte de résumé. Donc, qui fait les contrôles? Par exemple, combien de locaux contrôlés? Par exemple, l'arrêté dit qu'il faut contrôler la moitié des pièces avec 6 au minimum et 20 au maximum. Elles sont choisies en fonction de la configuration des bâtiments, de leur période de construction, des travaux et actions qui y sont effectués susceptibles d'avoir un impact avec la qualité de l'air. Donc, il y a tout un ensemble de descriptions qui vous permettent de définir comment vous faites une campagne de contrôle et à quel moment. De même qu'on vous définit quel est le contenu du rapport. Alors, ici, vous avez l'article 4 du décret 2012-14 qui parle des étapes clés de la vie et des seuils de déclenchement de certaines campagnes. Donc là, vous avez des valeurs par produit qui sont définies. Je vous ai mis les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur, donc qui se répartissent en gros travaux, petits moyens travaux, actions sur les locaux. Alors par exemple, vous avez la livraison d'un bâtiment neuf, livraison d'une extension bâtiment existant, ou bien une rénovation lourde, énergétique. Donc là, c'est un tableau, en fait, ce sont les lignes d'un tableau dans lequel vous avez, pour chacun des composants, des seuils à respecter. Voilà. Ça, c'est comment on réalise les campagnes, qui doivent débuter dans le mois suivant la fin de la réalisation d'une étape clé, 2 séries de prélèvements, une période pendant la période de chauffe, une autre en dehors de la période de chauffe. Vous avez la possibilité de faire des campagnes complètes ou des campagnes partielles. Je n'ai pas le temps de vous expliquer la différence. Si vous faites un prélèvement extérieur de benzène, faut en réaliser au moins un à proximité de l'établissement à l'extérieur. Donc voilà, c'est toute une série de contraintes techniques à respecter. Voilà. Alors, tout ce que je viens de vous présenter là, je vous rappelle, n'est uniquement applicable qu'aux bâtiments d'enseignement et enfance, mais si ça vous intéresse de découvrir comment ça marche, vous pouvez les regarder, puisque les textes qui vont sortir, normalement, devraient leur ressembler un peu, mais ça ne sera pas les mêmes. Voilà. J'espère Merci beaucoup. que c'est assez clair. Absolument. Bon, merci beaucoup pour ce décryptage, François.
Et puis on a bien toutes les informations sur le support votre support de présentation. Et une des questions, effectivement, porte bien sûr, les supports seront transmis et disponibles sur la page, parce que c'est vrai qu'il est bon de s'y référer pour votre présentation. Donc, on peut retenir des décrets d'application qui restent à paraître pour les établissements de santé et unités de soins SLD et médico-sociaux concernés. Pour autant, une organisation qu'il convient d'ores et déjà d'anticiper, a fortiori en cas de travaux, pour prévenir donc les risques sanitaires associés. C'est ce que va nous expliquer Antoine Pérez-Munoz, donc conseiller expert en santé environnement et qualité de l'air et du bruit à la direction de la santé publique à l'ARS Île-de-France, donc à qui j'ai le plaisir de laisser la parole. Merci Dorothée. Bien. Donc, on a vu dans le détail quelles étaient les obligations réglementaires qui vont bientôt s'appliquer à vos établissements. L'idée sur cette dernière présentation, c'est de vous donner des clés pour des pratiques vertueuses en matière de préservation de la qualité de l'air intérieur. Alors, les deux, le réglementaire et le volontaire, ne sont évidemment pas du tout antinomiques. Vous trouverez dans le clé, je vais essayer de vous donner déjà des choses que j'espère vous faites peut-être déjà, auquel cas, malheureusement, je n'aurais pas appris grand-chose, mais vous êtes a priori sur la bonne voie. Mais ce sont des choses qui seront tout à fait pertinentes quand les obligations réglementaires vont être en application, d'inclure dans vos plans d'action qui vous seront demandés. Donc, pourquoi prévenir les risques sanitaires liés à la qualité de l'air intérieur? Si on raisonne à rebours, si on ne le fait pas, et ça a peut-être été le cas à une époque donnée où c'était des enjeux moins présents à l'esprit globalement de nos sociétés, il y avait quelque chose qu'on a appelé le syndrome du bâtiment malsain qui était apparu. On a parlé par exemple dans les années 80, plus dans mon esprit sur des allergies, ces choses-là, simplement pour n'avoir pas anticipé le fait que certains composants de l'enveloppe bâtiment étaient potentiellement néfastes à la santé. On a depuis bien avancé dans la connaissance de ce qui peut influer sur la santé en matière de qualité de l'air intérieur. Donc, c'est un peu le déroulé de ma présentation. Vous parlez d'abord on a un petit peu déjà évoqué certains des principaux polluants et leurs sources, pour que vous ayez les idées claires là-dessus. Détailler un petit peu quels sont les impacts sur la santé, et la partie la plus importante, ça sera évidemment quelles sont les actions à mettre en place au quotidien pour prévenir les risques sanitaires pour à la fois les occupants de vos établissements et puis également les personnels qui y travaillent. Donc les chiffres globaux en termes d'impact sanitaire, en termes de nombre de décès et de pathologies, on en a déjà parlé un petit peu. Moi, j'avais retenu un coût de l'ordre de 19 milliards d'euros par an pour la mauvaise qualité intérieure, tout bâtiment confondu. Donc, c'est un chiffre qui vient de l'ANSES et qui date d'une dizaine d'années déjà, de 2014. Ce serait intéressant de le remettre à jour pour voir si on va dans le bon sens ou si effectivement on a besoin de réglementation complémentaire pour accélérer sur ce volet-là. Naturellement, pourquoi on s'intéresse aux espaces intérieurs? C'est parce qu'on y passe, alors selon les sources, on trouve 80-85% du temps. Évidemment, tout ça, ça comprend à la fois le temps qu'on passe à son domicile, le temps qu'on passe sur son lieu de travail, mais pour les personnes hospitalisées, ce chiffre tend évidemment vers le 100%, donc sur des personnes qui, en plus, cumulent le fait des fragilités particulières du fait de leur état de santé, et du fait que, séjournant dans vos établissements, a priori, c'est plutôt pour que leur santé s'améliore, ou en tout cas pour qu'elle ne se dégrade pas, l'attention à y porter est encore plus manifeste.
Donc, si on l'a déjà dit, on a différents types de polluants. Le film sont bien connus parmi les agents physiques. Je ne parlerai pas de l'amiante, qui est un sujet vraiment à part, ni du radon, pour lequel, en Ile-de-France, on a la chance de ne pas être concerné, mais ce sont des agents avec un fort impact pathogène quand on y est exposé. Et puis, pour les agents biologiques, on va se concentrer évidemment sur les moisissures, qui sont un enjeu de santé commun à tous les milieux de vie intérieurs. L'origine des polluants, donc on en a parlé. Il faut garder à l'esprit qu'une partie de ces polluants peuvent provenir de l'extérieur, notamment les particules fines, le benzène, les oxydes d'azote. Alors, notamment les oxydes d'azote, ça correspond à des cas particuliers d'établissements situés en forte exposition, par exemple à la circulation routière, assez typique de ces sources-là. Ça pose la question, évidemment, du conflit entre quelque chose qu'on va beaucoup développer par la suite, qui est la nécessité de bien aérer les locaux, et puis le fait que potentiellement, l'aération peut malheureusement conduire à une exposition plus forte dans certains polluants. Et si je raccroche à des recommandations qu'on a pu produire, notamment en matière de pic de pollution, il y a certaines recommandations à suivre, sur lesquelles on a travaillé à l'ARS avec Airparif, qui conduisent à plus ou moins limiter ou maintenir l'aération des locaux, et surtout d'adapter les heures où on va le conseiller. Donc, à côté des sources extérieures, on a une majorité de sources intérieures. Donc, en premier lieu, les matériaux de construction, d'ameublement, de décoration. Donc, on pense évidemment au mobilier lui-même, qui a certaines capacité à émettre des polluants dans l'atmosphère intérieure, aux peintures, aux colles, aux matériels aussi, équipements médicaux spécifiques de vos établissements. Les équipements de chauffage ont évidemment un rôle aussi en matière d'émissions de polluants, que ce soit lié à leur fonctionnement habituel, mais plutôt dans le cas de défaut d'entretien ou de révision ou de mésusage. Là, on touche à un polluant particulier qui est le monoxyde d'azote, qui n'est peut-être pas le plus dangereux dans vos établissements, mais dont on ira quand même un mot en particulier par la suite. Les activités et le comportement des occupants, donc un point important sur les activités de nettoyage, d'entretien des locaux, donc le ménage. L'usine, c'est quand même dans des locaux un peu particuliers, mais il faut avoir ça à l'esprit aussi. Le tabac, je le mentionne, j'ose espérer que le fait de fumer ou de vapoter n'est pas autorisé dans vos établissements, mais on peut imaginer que voilà, une zone extérieure où s'agglutinent nos amis fumeurs qui sera située devant une fenêtre ouverte, ça peut, sur le long terme, si la situation se prolonge, exposer aussi les occupants à l'intérieur. Aérosols, évidemment, je pense aux parfums d'intérieur dans l'environnement domestique, moins dans les établissements de santé. Les équipements bureautiques, notamment les imprimantes, sont aussi des émetteurs de polluants intérieurs. Et puis, garder à l'esprit que la simple présence humaine, le fait de respirer, ça nous expose à du dioxyde de carbone, à de la vapeur d'eau qui, dans des locaux insuffisamment ventilés, peuvent à terme devenir problématiques pour la santé. Donc, retenir qu'on a des sources multiples qui sont concentrées dans un volume intérieur limité, dans des établissements qui probablement sont de mieux en mieux isolés, donc sont de plus en plus naturellement des boîtes un peu étanches, sur lesquelles il va falloir penser à aérer et ventiler. Et puis, à l'intérieur, des populations, des occupants qui sont des populations quand même particulières, à santé fragile, et non seulement à santé fragile, mais peut-être aussi moins en capacité de percevoir les risques et de s'en protéger. Donc, un ensemble de facteurs aggravants qui fait que quand on parle de la présence d'une substance, du danger, on passe au risque. Quand on traduit ça aussi en faisant intervenir la concentration et le temps d'exposition, et puis la sensibilité de la cible de l'occupant. Donc, on est dans un cocktail de facteurs aggravants qui fait qu'il faut être particulièrement vigilant
qui fait qu'il y a une réglementation particulière, donc le législateur a souhaité mettre en place, en gardant à l'esprit que cette façon d'envisager les polluants de manière séparée ne correspond pas à la réalité. Vous avez évidemment l'occupant est exposé à un cocktail, qui peut y avoir des effets croisés que là, on ne maîtrise pas forcément, on ne connaît pas forcément très bien, qui a d'autres types d'exposition d'agents, notamment physiques. On parle beaucoup du bruit, c'est un vrai sujet dans les établissements de santé, qui se surajoutent et peuvent contribuer encore plus à dégrader l'état de santé de l'occupant et aussi du personnel. Ici, un petit catalogue des principaux polluants qu'on peut rencontrer, des sources d'émissions et des effets connus sur la santé. Donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont essentiellement issus du chauffage, mais également de certains matériaux émissifs comme les peintures. Le formaldéhyde qui, en atmosphère intérieure, est soumis donc à surveillance dans un cadre réglementaire, qui est lui un cancérogène certain et aussi allergène. Les particules fines donc, sont par contre soumises à surveillance dans l'atmosphère extérieure, mais sont aussi présentes à la fois de sources extérieures et intérieures à l'intérieur de vos bâtiments, avec des effets notamment respiratoires et cardiovasculaires bien connus. Je dis un mot du monoxyde de carbone. On a en Île-de-France entre 300 et 400 cas par an de personnes intoxiquées. Généralement, on est sur l'ensemble de la saison de chauffage, on est entre 3 et 5 décès, malheureusement. Aujourd'hui, on est mi-novembre, on a déjà atteint ce triste record de 5 décès. Le commun est que ces intoxications se passent pour la très grande majorité dans un cadre domestique, lié à un mauvais entretien du système de chauffage ou à des brasero barbecues d'intérieur en particulier. Donc, vous êtes peu concernés dans vos établissements, sauf sur peut-être 2 cas particuliers qui sont l'usage en intérieur de groupes électrogènes. On sait que ça peut occasionner des intoxications au monoxyde de carbone ou éventuellement, encore plus particulier, l'usage de pompes en cas d'inondation. C'est des cas très particuliers, mais qui, dans l'absolu, vu la gravité des impacts potentiels, ces eaux étant inodores et pouvant occasionner assez rapidement la mort des personnes exposées, il faut quand même les garder à l'esprit. Les retardateurs de flammes, qui sont des additifs donc, présents dans de nombreux meubles, tissus, isolants, etc. 2 mots sur ce qu'on appelle les pesticides, donc, qui sont des molécules utilisées pour maîtriser des agents biologiques animaux, comme les poules, les acariens, les moustiques, qui peuvent être présents dans l'environnement, également dans vos établissements. Des allergènes responsables donc potentiellement de crises d'asthme, il peut y en avoir aussi. Idem pour les moisissures, qui sont un problème pas seulement lié à l'habitat, mais qui peuvent avoir des causes qu'il faut identifier en matière de défaut d'étanchéité, d'isolation ou évidemment de ventilation insuffisante. Les moisissures n'étant pas que localisées sur les parois des locaux, mais évidemment les spores se diffusant dans l'atmosphère et générant les troubles pour les occupants. Alors, cette slide, pour vous rappeler de quel type d'effet sur la santé on pouvait parler. Là, il s'agit d'une slide qui était centrée sur l'asthme, que j'ai reprise parce qu'elle était assez illustrative. Globalement, vous avez les premiers symptômes qui sont ceux liés à la voie d'exposition, à l'inhalation, donc gêne olfactive, rhinite, irritation des yeux, etc. Puis, on a les atteintes des premières voies respiratoires et puis tout ce qui correspond à des atteintes systémiques, donc les cancers, qui dans certaines substances peuvent occasionner, et aussi les troubles de la fertilité pour les perturbateurs endocriniens qui sont plutôt liés à des expositions de long terme. J'en viens, pour terminer, à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire comment vous pouvez agir au quotidien dans vos établissements. Donc, classiquement, on distingue 4 axes d'intervention. Évidemment, limiter les sources de pollution, donc réfléchir sur
les matériaux, la manière dont les locaux sont équipés et fonctionnent pour limiter l'exposition des occupants et du personnel. Améliorer donc le renouvellement de l'air, mesurer en continu certains paramètres de qualité de l'air intérieur, et puis informer et sensibiliser les acteurs, qui est le sine qua non pour que tout ce qu'on cherche à mettre en place soit effectivement efficace. Donc, limiter les sources de pollution, c'est choisir des matériaux, en premier lieu, et produits moins émissifs pour votre activité quotidienne. Donc, il y a tout un certain nombre de normes d'étiquetage qui correspondent à la fois aux matériaux de construction et au mobilier. Donc, évidemment, il est relativement facile, même s'il y en a beaucoup, de se repérer dans ce système de labellisation un petit peu. En ce qui concerne les revêtements, il faut garder à l'esprit que lorsqu'on les a mis en place, l'entretien peut générer des risques d'exposition des occupants. Donc, notamment tout ce qui risque d'être propice au développement des moisissures, notamment des revêtements qui vont avoir la possibilité de rester humides. En ce qui concerne le mobilier, donc on a vu que le mobilier était quand même une source majeure d'émissions de polluants. Donc là encore, il y a des écolabels divers et variés qui vous permettent quand même de vous repérer quand vous renouvelez votre matériel ou votre mobilier pour contourner cet écueil d'émissivité de ces mobiliers. Et le volet produits d'entretien, là encore, on a un certain nombre de labels, ou en tout cas de qualités variables des produits sur lesquels il faut être vigilant. Il y a évidemment des pictogrammes qui aident là-dessus. Il y a aussi des moyens de faire, et le nettoyage à la vapeur, par exemple, peut être relativement préconisé pour l'entretien. Au niveau des sources de pollution, donc les pratiques sont aussi importantes. Donc, là, on va peut-être atteindre les limites de ce qu'on peut vous proposer qui se heurte à vos conditions d'exercice quotidiennes. Par exemple, le fait de devoir, pour protéger les occupants de la période initiale où l'émissivité du mobilier ou du matériel est maximale, le déballer d'abord dans une pièce non occupée et l'y laisser. Je vais un peu vous faire hurler si je vous dis qu'il est conseillé de laisser plusieurs mois dans cette pièce pour émettre ce qu'il a à mettre avant d'être mis en service. Mais voilà, il n'est pas interdit d'essayer de concilier ces lignes directrices avec votre exercice quotidien. Prévoir des espaces de rangement séparés pour les produits d'entretien potentiellement émissifs, évidemment les peintures et les cols, évidemment. Bien respecter les instructions d'emploi, c'est-à-dire pas de mélange, et respecter les dosages, c'est quelque chose d'important, mais sur lequel malheureusement la pratique et la routine quotidienne peuvent aboutir à des écarts quand même notables et potentiellement délétères. Privilégier le nettoyage humide des sols et du mobilier pour éviter la remise en suspension des poussières, limiter le nombre de produits d'entretien et de la même manière un peu à la réception de travaux, ne pas emménager tout de suite et prévoir un temps de latence qui là, ne dure pas des mois évidemment, mais est surtout bien aéré avant d'y installer des occupants. Le volet renouvellement de l'air, donc aération naturelle et ventilation des locaux sont complémentaires. En ce qui concerne les ouvrants, un point qui peut paraître anodin, mais le fait que les ouvrants le soient réellement, qu'ils soient effectivement faciles à ouvrir, effectivement ouvrables et facilement accessibles, c'est-à-dire que globalement, si vous avez une masse de mobilier, de matériel divers qui est entreposé et rend difficile l'accès à la fenêtre, normalement, personne ne va s'embêter à ouvrir cette fenêtre 10 minutes par jour comme c'est préconisé, et idem si on se démet l'épaule en essayant d'ouvrir le battant. Donc, c'est des choses assez importantes. Prévoir aussi, être attentif à la circulation de l'air entre les pièces, notamment le détalonnage des portes est quelque chose qui est conseillé. Les systèmes de ventilation, les VMC installés éventuellement doivent être régulièrement vérifiés, nettoyés. Donc, une maintenance préventive doit être faite. Ça, c'est des choses qui sont complètement articulées avec les plans d'action que vous aurez à mettre en place.
Pensez aussi pendant les opérations de nettoyage, d'utilisation de produits chimiques, a fortiori s'ils sont non substituables, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés comme potentiellement avec un picto de danger. Pensez à bien le faire en l'absence des occupants et en ventilant les locaux pendant et après ces phases-là. 2 mots sur la mesure des paramètres de qualité intérieure. Donc, certains paramètres sont à mesurer dans le cadre de la réglementation. La mesure en continu de la concentration en gaz carbonique à l'aide de petits dispositifs, donc on a bien connu à l'occasion du Covid, parce qu'on en a mis partout, notamment dans les écoles, et le fait de les déclencher, justement, incitait à ouvrir les fenêtres. Donc, c'était bien ça l'idée. Ça a une vocation, encore une fois, on ne parle pas de la mesure réglementaire, mais ça a bien une vocation pédagogique de garder toujours à l'esprit ces enjeux de qualité de l'air intérieur et aussi d'être un témoin aussi des actions que vous auriez pu mettre en place, des pratiques, en termes par exemple de jauge d'occupation que vous auriez pu identifier et essayer à mettre en place comme mesure corrective. Et puis pour terminer, informer et sensibiliser les acteurs, c'est-à-dire les acteurs, tous ceux qui passent du temps dans vos établissements, y compris donc les occupants, y compris les visiteurs. Je pense que c'est bon, par le biais, par exemple, d'une communication, d'affiches, de rappeler que vous êtes engagé dans cette démarche-là, pour l'instant dans une démarche volontaire, mais ça aide à créer vraiment une dynamique et les moyens que vous aurez de faire passer vos consignes, vous voyez un peu, selon votre organisation en interne, dans quel cadre ça peut se mettre en place pour faire passer les messages de bonne pratique à vos équipes, notamment aux équipes qui s'occupent de l'entretien, mais aussi aux soignants. Donc là, on vous a remis un certain nombre de ressources qui vous permettent justement d'axer un petit peu de déjà bien asseoir vos connaissances et d'axer la communication et la sensibilisation en direction de vos équipes. Donc, il y a aussi des guides axés sur la qualité de l'air intérieur en général qui sont destinés aux soignants, aux médecins. Vous avez le lien ici. Et par le biais des actions de financement de l'ARS pour des conseillers médicaux en environnement intérieur, il y a aussi, c'est aussi par ce biais-là que les futurs professionnels de santé et les soignants installés sont aussi sensibilisés aux enjeux de qualité intérieure. 2 mots pour vous dire également que le PRSE4, dont vous a déjà parlé, traite aussi de ces questions-là, notamment au travers des fiches actions 1.1 et 1.2 qui attaquent spécifiquement ces enjeux. Et je termine en laissant un peu de temps pour les échanges. Parfait. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation particulièrement éclairante donc, sur les multiples risques sanitaires associés à une mauvaise qualité de l'air intérieur. Une bonne nouvelle aussi, beaucoup de bonnes pratiques relativement faciles à mettre en œuvre pour limiter tant les sources de pollution qu'améliorer le renouvellement de l'air. Et peut-être une bonne nouvelle par rapport aux fiches PRSE, des outils ou des formations à venir sur le sujet pour les établissements? Oui, tout à fait. Ça fait partie des fiches. Le PRSE, il démarre, il a été adopté. Maintenant, on travaille à la mise en œuvre des actions qui sont prévues. Bon, on sera attentif. Donc, pour les questions-réponses, donc une première question, alors je te laisse même prendre la main. La lecture de CO2 peut-elle se faire en interne? Et également, est-ce qu'on a un type d'appareillage à conseiller pour tester la qualité de l'air intérieur dans un établissement médico-social de type foyer d'accueil médicalisé? Peut-être donc à François ou Antoine. Alors, je pense, François me corrigera, je pense qu'il faut bien distinguer le matériel normé qui va permettre d'asseoir le fait qu'on est bien dans les clous d'un point de vue réglementaire, donc réaliser la mesure des polluants réglementés, qui est probablement déjà transcrit dans le code d'environnement ou pas, et c'est dans ce cas-là, effectivement, pour l'instant, on n'a pas de réponse, avec ce qui peut être plutôt utilisé en tant que
qu'outil de sensibilisation et peut-être dispositif d'alerte, de suivi qui peut alerter sur le fait qu'on a un renouvellement de l'air insuffisant et potentiellement, du coup, la présence d'autres polluants qui peuvent être nocifs. Je pense qu'il faut bien distinguer les deux. J'ai pas grand-chose à rajouter de mon côté. Sur le type d'appareillage, est-ce que ça veut dire des capteurs ou peut-être préciser la question. On le voit, en tout cas, il y a vraiment des bonnes pratiques autres à mettre en œuvre, mais d'appareillage, oui, non, mais c'est ça. Moi, j'ai pas de. Voilà, alors, je ne suis pas expert sur ces questions de type de matériel à conseiller. Enfin, je pense que c'est du matériel. Enfin, dès qu'on reste à un niveau de sensibilisation et qu'on recherche un témoin de la qualité globale, du matériel relativement courant et disponible. Et on devrait en savoir plus finalement avec la réglementation qui va s'appliquer, avec des sanctions qui vont arriver. Donc de toute façon, on va en savoir de plus en plus. En fait, le problème, c'est que les prélèvements et les analyses un peu complexes sont faits par des entreprises qui sont agréées, donc elles qui utilisent du matériel, je dirais, qui est conforme à la réglementation. Donc, c'est pas trop un problème pour les services techniques des établissements, l'utilisation du matériel, puisque la plupart du temps, ça sera du matériel qui sera fourni par les prestataires qui réaliseront les tests et les analyses. Oui, c'est clair. Très bien. Alors, si une autre question. Comment peut-on faire en hiver pour une bonne aération naturelle des chambres d'EHPAD par rapport aux risques liés aux résidents? Effectivement. Gros sujet. Et voilà, il y a clairement un enjeu qui peut paraître antagoniste entre le fait d'aérer entre guillemets en grand et puis l'inconfort thermique, voir le risque en santé qu'on peut potentiellement faire courir à un sujet déjà fragilisé. La réponse naturelle, ça serait quand c'est possible faire sortir l'occupant de la chambre. Et je dirais privilégier dans ce cas aérer en grand, voire en mettant en courant d'air, puisque dans ce cas-là, vous avez besoin de moins de temps pour assurer un renouvellement complet de l'air dans la chambre. À contrario, si vous vous dites je vais juste ouvrir en abattant, potentiellement vous allez devoir maintenir cette position-là plus longtemps, donc refroidir davantage la pièce pour l'aérer. Et ce que je veux dire. C'est un sujet, c'est sûr, mais voilà, on risque gros aussi à négliger trop le fait de bien aérer les chambres. S'il y a vraiment un sujet, encore une fois, on l'a déjà dit, il y a aussi la possibilité de combiner aération naturelle et système de ventilation surajouté. Merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être, j'ai l'impression que le webinaire touche à sa fin. J'invite tous les intervenants aussi peut-être à mettre leur caméra, Richard et François peut-être. Donc un très grand merci à l'ensemble des participants, évidemment des intervenants. Donc, en espérant que le webinaire a répondu à vos attentes et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire pour vous accompagner donc, dans la transition écologique. Peut-être sur le sujet de la gouvernance développement durable, qui est donc le 5e objectif que nous nous sommes fixés. Voilà. Bon, merci beaucoup. Richard. Merci à vous.